Bah c'est parti, si vous étiez venu à la session concernant les fuites mémoire, tout ce qui est interface XAML, WPF, Silverlight et bientôt Metro, bah c'est la bonne salle. Donc je m'appelle Jonathan Antoine et on va faire une petite slide de présentation et voici Luc qui est aussi un développeur passionné en .NET. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Luc? Aujourd'hui, déjà on va se présenter. Ensuite, on va voir vraiment un petit brief sur la gestion mémoire en .NET, la mémoire managée, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça ne fait pas. On va être assez court là-dessus parce que c'est une session de niveau 400, donc ce qui veut dire dans le lingo Microsoft que c'est une session assez avancée, sans être incompréhensible, je l'espère. Ensuite, on va voir un peu les types de fuites mémoire qu'on a en .NET et surtout quand on développe des applications basées sur les technos XAML. Donc ça couvre Silverlight et WPF en particulier, Windows Phone également. On va voir les outils de profiling qu'on utilise pour faire justement ces études d'utilisation mémoire. Et puis on va faire des démos, parce que c'est beaucoup plus fun au TechDays que faire que des slides. Voilà. L'idée c'est qu'on va pas pouvoir voir toutes les fuites mémoire qui existent en .NET. Par contre, vous saurez à la fin de la session comment vous pouvez les trouver, savoir déjà si vous avez des fuites mémoire et savoir comment régler le problème de façon définitive. C'est le but de la chasse. Donc je me présente. Alors je suis Luc Vauvant, donc je suis consultant chez Microsoft Consulting Services France. J'interviens en général chez les grands comptes, mais aussi chez les petits éditeurs ou les clients pour les aider à mettre en place des solutions applicatives. Donc ça va de l'architecture jusqu'au développement pur, voire aux études, donc ce qu'on appelle user experience, aux études des cas d'utilisation des utilisateurs, pour que les applications collent au mieux à leurs besoins. J'ai un blog, voilà, donc c'est blog.msdn1/Luc. Et un petit disclaimer aussi, parce qu'on va montrer des outils qui ne sont pas Microsoft, donc des profilers de mémoire. Et on les a pris comme exemple, mais il y en a plein d'autres sur le marché et je ne cautionne pas un plus que l'autre. Voilà, c'est juste qu'on en a besoin pour les démos. Voilà, vous avez la chance de ne pas voir WinDBG aujourd'hui. Ouais. Voilà. C'est toujours impressionnant WinDBG, mais au final on fait qu'est-ce qu'il a tapé le gars déjà? Moi, je fais un petit disclaimer pour la slide d'après parce qu'elle fait mal aux yeux, donc vas-y, Luc. Ah, raté. Ah, bon, on l'a pas vu. Allez, donc ça, c'est une slide qui explique ce que fait Microsoft Service, donc je vais aller rapidement. Microsoft Service accompagne les clients, donc depuis l'évaluation, la planification d'un projet, pendant le développement aussi, donc là c'est plutôt mon rôle, et ensuite pour support et opérationnel des applications ou des logiciels Microsoft utilisés. Voilà, donc si vous avez besoin d'accompagnement sur vos projets, je laisserai mes cartes de visite à la fin. Bonjour, donc je m'appelle Jonathan Antoine, moi je suis développeur passionné de tout ce qui est interface riche, que ce soit WPF, Silverlight, Metro, etc. Je suis MVP client AppDev, je travaille chez Infinite Square où je fais du consulting, en fait tout comme chez MCS, mais en mieux. Et en plus, on fait de la formation, du coaching, etc. Si vous avez besoin d'aide sur certains projets pour des problématiques en particulier, on est là. Vous avez mon blog qui est facile à retenir, jonathanantoine.com, mon Twitter et un livre que j'ai écrit sur MVVM dernièrement avec Thomas Lebrun sur MVVM, le pattern de façon générale. Infinite Square, la société dans laquelle je travaille, on est une société qui est spécialisée sur tout ce qui est technologie Microsoft, donc que ce soit .NET, ALM, BI ou Collab, et aussi de la formation sur ces domaines. On est agrégé Crédit Impôt Recherche, on a un centre de formation intégré. On est 25 collaborateurs, dont 10 MVP. Et donc je le redis encore une fois, on est partenaire Microsoft, mais on fait mieux qu'eux. Voilà. Je vais laisser Luc continuer sur la partie théorique et la gestion de la mémoire en .NET. D'accord, donc je vais faire un petit brief. Qui connaît déjà un peu le fonctionnement de la mémoire managée? Est-ce que la mémoire managée, ça dit quelque chose à tout le monde? À qui ça ne dit vraiment rien du tout quand je dis mémoire managée? Bon, déjà c'est pas mal. C'est à peu près la moitié de la salle. Donc la mémoire en .NET, quand on fait un new, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on a trois tas de mémoire en fait en .NET. On va en prendre un pour l'instant. Et quand on va faire un new, on va faire un new mon objet. Le pointeur il y a un pointeur qui va bouger, qui va assigner auquel va être assigné le bloc mémoire de la nouvelle variable. D'accord? Donc si ma variable fait 400 octets, on va allouer 400 octets à la suite. Donc là, par exemple, obj3. Non, c'est pas ça. Je reviens. Voilà.
obj3 va arriver là, et le pointeur du next élément, la prochaine fois qu'on fait new, il va se mettre derrière. Donc comme ça, on a tout d'affilée. L'avantage, c'est que c'est hyper rapide. En gros, on fait un plus égal, si vous voulez, sur le pointeur, et on aura directement le prochain new qui sera prêt à être alloué. En code natif, pour information, par exemple en C ou C++, on a des problèmes de fragmentation mémoire, ce qui fait que quand on libère de la mémoire, après on a des trous entre les objets. Et ce que va faire le new en C++, il va regarder où est le prochain trou qui a la bonne taille pour que je puisse mettre mon objet. Donc du coup, on a une sorte de parcours. C'est rapide, mais c'est moins rapide que faire plus égal et être sûr que c'est là. Donc c'est comme ça que marche l'allocation en .NET. Voilà, encore un exemple parce que je me suis amusé avec PowerPoint. Donc on a ensuite un garbage collector. De temps à autre, donc avec certaines heuristiques, on a ce qu'on appelle une collection qui va arriver. Donc le garbage collector va récupérer l'espace qui n'est plus utilisé. La question est comment est-ce que le garbage collector sait quel bloc désallouer? Parce que si vous utilisez un objet et qu'il le désalloue bêtement et après vous l'utilisez, vous allez tomber dans au mieux une référence exception et en général c'est plutôt une faute de segmentation. Donc qu'est-ce qui se passe? On a un déclenchement. Donc, des heuristiques qui varient en fonction de plein de paramètres vont faire que le garbage collector se déclenche. Ensuite, il y a une opération de marquage. Le marquage, c'est là où il y a l'intelligence. On va voir quelles variables sont encore référencées par l'application en cours. Donc, il y a tout un algorithme, mais en gros, c'est un parcours d'arbre qui va marquer chaque objet. Est-ce qu'il est encore référencé par lui, par un autre objet, etc., jusqu'à ce qu'on appelle la racine, qui est la racine de l'application. Donc, typiquement, quand on lance main, par exemple, la méthode main est marquée, parce qu'elle fait partie de la base du programme, et main, elle, va référencer les autres. Et comme ça, on a un marquage qui passe dans tous les blocs. Et ceux qui, à la fin du parcours des blocs, ceux qui ne sont pas marqués, ça veut dire qu'ils ne sont pas référencés. Donc ça veut dire que le garbage collector va pouvoir les supprimer. Alors, qu'est-ce que ça donne en animation? On a notre étape de marquage. Donc là, on voit que les 3 blocs rouges ne sont plus référencés par le programme. Ils sont supprimés, donc là c'est l'étape de libération. Ensuite on a un compactage, parce que si on laissait à l'étape de libération d'avant, on aurait le même problème qu'on a en natif, c'est-à-dire qu'on aurait des trous un peu partout, et finalement on prendrait beaucoup de mémoire. On prendrait beaucoup de mémoire sans pour autant avoir toute la mémoire utile. Voilà. C'est du gruyère si vous voulez. Donc le compactage, après le compactage c'est bon, on est prêt à réallouer de la mémoire avec notre fameux index plus égal, etc. Techniquement, donc je vais aller un tout petit peu plus en profondeur là-dedans, mais pas beaucoup. On a 3 générations. Donc les générations, c'est les tas sur lesquels on va allouer les objets. La génération 1, c'est les variables qu'on vient juste d'utiliser, qui ont survécu à un collect. Et quand on survit à un collect, un bloc passe en génération 2, qui lui est collecté moins souvent. Voilà. Et en gros, on a séparé en trois tas, donc 3 générations, pour des raisons de performance, parce que les programmes ont tendance à être compliqués et on ne veut pas reparcourir tout le tas de mémoire à chaque fois, parce que l'algorithme est coûteux. On a une exception, donc c'est pour ce qu'on appelle les large objects, qui sont, je crois, à 85 kilooctets actuellement, mais ça peut changer. Et on n'a aucune garantie là-dessus sur la taille qui va être allouée. Donc, si je crée une variable qui fait plus de 85 kilooctets aujourd'hui, peut-être en .NET 4.5 ça va changer, je ne sais pas, et ben on va l'allouer sur une heap spéciale, sur un tas spécial qui s'appelle la large object heap, et elle n'est pas compactée, elle est garbage collectée mais pas compactée. L'idée c'est que quand on compacte, on déplace tout un bloc mémoire, et pour les gros objets ça peut être coûteux. Voilà. Donc on peut avoir le premier type de fuite, qui n'est pas vraiment une fuite mais qui est une prise de mémoire non contrôlée par le développeur. C'est la fragmentation de la LOH, donc où on peut avoir des trous dans notre fameux tas qui est sur les gros objets .NET. Voilà, donc sur la large object type, on alloue de la même manière qu'en natif, donc prochain espace libre de taille suffisante. Si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a tout un chapitre, voire 2, sur la gestion de la mémoire et la garbage collection dans CLR via C#, qui est mis à jour très, très, très souvent, et c'est un excellent livre surtout .NET en général. Je vous invite à le lire. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut avoir des fuites mémoire en .NET et en code manager, puisque tout est géré par le garbage collector, voilà, le camion poubelle de la mémoire? Ouais. Donc la réponse est oui, sinon vous ne seriez pas là.
Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui n'étaient pas au courant qu'on pouvait faire des fuites mémoire quand même en .NET? Non, vous n'avez pas de honte. Voilà. En fait, il y a un truc qui était assez intéressant, c'est que quand Java est sorti, donc qui était la première machine virtuelle en fait vraiment répandue, tout le monde a cru que les fuites mémoire c'était terminé, c'est bon, on fait des new comme ça sans faire attention, et puis tout va bien se passer. Et malheureusement, c'est pas vrai. Les mécanismes de garbage collection, il y en a un dans Java, celui dans .NET est un peu différent, mais le principe est grosso modo le même. Le principe, c'est donc on a du marquage, etc. C'est intelligent, mais il ne peut pas tout deviner à votre place. Il ne peut pas savoir que si vous gardez par exemple une référence quelque part, le garbage collector ne peut pas savoir que dans la logique de votre programme, il ne sera plus utilisé. C'est à vous, quand même, à certains moments, d'enlever ces références pour que le garbage collector puisse le marquer pour l'enlever. Voilà. Et la question, c'est est-ce qu'on attend la fin du projet pour faire de la chasse aux fuites mémoire? Parce que souvent, c'est quelque chose auquel on ne pense pas. On fait le développement, on fait les tests, etc. Mais est-ce qu'il va falloir faire de la chasse aux fuites mémoire, etc. Quand est-ce qu'on le prévoit, hein? Et comment ça se fait? Tu connais la réponse. Ah, je connais la réponse, mais... Et non. En fait, il faut tester chaque scénario et il faut utiliser l'application longuement. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'on a, nous, développeurs. On développe un truc, on fait F5, on va dans le scénario qui nous intéresse, ça marche, ok, je ferme, je redémarre, etc. Du coup, au bout de 3 semaines, on ne se rend pas compte qu'on a fait par exemple un problème de fuite mémoire et que l'utilisateur qui, lui, va déployer l'appli et va l'utiliser 8 heures par jour, va avoir, et que nous, on ne s'était pas rendu compte parce qu'on ferme l'appli au bout de 5 minutes. Voilà, donc c'est intégré vraiment à vos processus de dev, mais plutôt de test. Laissez l'application tourner longtemps, ne pas la refermer sans arrêt. Comme ça, vous pouvez voir des indicateurs qui vous permettent de déterminer peut-être que vous avez une fuite ou d'autres bugs d'ailleurs. Quels sont les coupables les plus fréquents pour les fuites mémoire? Qu'est-ce qui provoque des fuites? Donc, premier type de fuite, le cas d'école, c'est le désabonnement d'event handler. En tant que développeur, donc on a souvent l'habitude de faire quelque chose, .event plus égal, voilà, et on se soucie très rarement du moins égal. Et le moins égal, dans beaucoup de cas, ça sert justement à enlever une référence d'un objet vers un autre. Parce que quand vous créez un event, en gros, vous liez l'objet qui est source de l'event vers l'objet qui implémente la méthode, donc le handler de l'event, et ça crée un lien fort. Et si vous ne faites pas le moins égal, ce lien reste en vie. Et donc l'objet qui a le handler, il ne sera jamais libéré tant qu'il sera retenu par au moins ce lien. On a aussi des oublis d'implémentation à iDisposable.dispose. Donc ça, personnellement, je l'ai vu de moins en moins parce que les gens utilisent de plus en plus la construction C# using. En VBNet, je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Je ne fais pas beaucoup de VBNet. On a aussi des bugs de collection routée, donc ça vous aura une démo, et puis des bugs dans les frameworks, ça vous enverra une aussi. Ça arrive. Voilà, il n'y a pas que des fuites mémoire en .NET, il y a aussi des fuites de connexion. Par exemple, si vous vous connectez souvent à une base de données, il ne faut pas oublier de se déconnecter, se couper la connexion, etc. Pareil pour les threads, là c'est plus des fuites CPU, des threads qui restent dans la nature et qui bloquent un peu la puissance disponible pour l'application. Et tout ce qui est fuite de ressources natives, voilà, Windows, etc. Du coup, on va faire de l'interop, on va créer un bitmap Windows natif et on oublie de l'enlever. Donc là, on crée finalement une allocation native et qu'on libérera jamais. Donc ça fait aussi une fuite qui n'est pas donc un objet .NET, mais qui crée en fait une fuite depuis du .NET. Donc c'est un peu similaire. Peut-être copier ma souris. Ouais, c'est un rappel. Il faut vraiment faire attention à ce que vient de dire Luc. Il faut vraiment faire attention à tout ce qui est appel à du code non managé et tout ce qui est interopérabilité. On oublie souvent ce qu'on a l'habitude de coder en .NET maintenant. Il ne faut pas oublier qu'il faut toujours libérer la mémoire pour ces objets. On a une démo là-dessus sur un composant natif. On a une démo là-dessus. Comment on remédie? C'est ma slide. Le processus pour trouver, identifier les fuites mémoire et s'en débarrasser. C'est 3 étapes, toujours les mêmes. C'est détecter qu'on a une fuite mémoire. Déjà, s'en rendre compte, c'est déjà pas mal. On va voir les outils utilisés pour le faire. Luc va vous présenter ça juste après. Ensuite, on a des outils pour identifier la fuite mémoire, savoir qu'est-ce qui provoque exactement la fuite mémoire, d'où elle vient et comment je vais pouvoir la résoudre. Et finalement, la corriger elle-même. Donc là, il faut mettre les mains dans le cambouis et Visual Studio pour corriger la fuite. Ou trouver des workarounds quand c'est des bugs dans le framework. Donc les outils de détection disponibles, il y en a beaucoup. Encore une fois, on n'a pas tout mis.
Il y a Process Explorer, Process Monitor et le Task Manager, mais qui n'est pas terrible. Donc Luc va vous faire une petite démo sur une appli Il est qui mieux dans fuit. Seven, mais c'est quand même pas la panacée. Alors, 3. c'est collé, oui, très bien. Ah, oui, c'est bon. Alors, allô. Oui. Donc là, je vais faire un petit profiling tout ridicule. Donc je vais prendre l'application de démo, que vous allez voir qui est somptueuse. Voilà, c'est celle-ci. Et je vais en lancer une. Et j'ai pas Windows XP ici, mais je vous ai chopé un screenshot. Donc ce qu'on voit dans Windows XP, il y a beaucoup d'entre vous, je suppose, qui sont encore malheureusement sous Windows XP. Voilà, parce que vous n'avez pas le choix, je sais. Donc vous avez une colonne ici qui s'appelle Même Usage dans Windows XP, et là, ça donne toujours des chiffres incroyablement apeurants en fait. Quand votre chef de projet arrive, il voit quoi, vous avez fait un programme, il y a qu'un, bah, c'est tout à l'heure, il y a un gars qui est venu me voir après examen d'entreprise, il m'a dit ouais, je mets une textbox, ça prend 100 mégas. Et donc si on a Windows XP, on voit en effet 100 mégas, et là on fait voilà. Donc ce que je vous propose, c'est plutôt d'utiliser pas ça, c'est Process Explorer de sysinternal, ce qui peut d'ailleurs remplacer Task Manager. Voilà. Donc là, on a des choses plus intéressantes. Donc là, on peut faire, par exemple, c'est pas ici, non? Replace Task Manager, yes. Et là, si je fais Task Manager, normalement, pouf, voilà. Raccourci clavier, c'est Ctrl-Shift, échappe. Vous pouvez l'apprendre par cœur, celui-ci. Voilà. Donc ce que je peux faire avec ça, je vais regarder ici. Voilà, donc là j'ai pris la cible et j'ai dit je veux regarder ce process ici. Voilà, je regarde ce process. Alors il y a tout ça de chargé. Ce process il s'appelle, où est-ce qu'il est? Voilà, Memory Leaks, il prend 45 MB de private bytes. Et si on regardait dans XP, il prendrait largement plus. Alors ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant, déjà on peut voir toutes les DLL utilisées, donc pas mal. Et on peut voir quel est ce qu'on appelle le working set, donc en mémoire physique, combien chaque DLL prend de la mémoire physique, si vous voulez. Donc là, on en a plein. Et, zut, il a peut-être été reseté. Attendez. Ah, on va voir si j'arrive à le faire. Donc quand on n'a qu'un processus .NET, on a tant de mémoire, donc 45 ici. Je ne sais pas si ça... Voilà, et là j'en démarre un deuxième. Normalement, il devrait me mettre des trucs en jaune. Zut. Ça, c'est l'effet démo. En fait, ce qui va nous intéresser, bon, c'est pas très grave. Quand on démarre deux process .NET, Windows n'est pas complètement stupide, ni .NET d'ailleurs, et ils vont mettre, si possible, en commun des DLL. Donc, par exemple, on a ici dans Shared, Working Set Shared, la mémoire qui est partagée par plusieurs processus .NET. Donc, typiquement, si je démarre deux programmes WPF, je vois que Presentation Framework ici, il peut partager 2 mégas de mémoire, et il en partage effectivement 2 entre plusieurs process. Donc, alors que ce que ferait Windows XP dans Task Manager, il vous mettrait 100 mégas, 100 mégas. Alors qu'en fait, vous avez quand même un socle commun d'utilisation mémoire, et après, on a ce qu'on appelle du private ici, qui lui est propre à chaque instance des programmes. D'accord ? Donc, c'est pour ça que Windows XP, le Task Manager de Windows XP, ou juste regarder consommation en mémoire sans qu'il y ait rien d'écrit, c'est pas du tout une bonne pratique. Et si je reprends le cas de la question de la personne de ce matin qui en fait fait tourner des programmes WPF dans une ferme Citrix, et ben vous imaginez que tous les programmes WPF prennent chacun un peu de mémoire, mais il y a beaucoup de mémoire partagée entre ces différents process. Voilà, donc vous pouvez double-cliquer et voir plutôt sur le process. Il est où? Bon, si je prends un process par exemple, je peux voir ici physical memory, les working sets, etc. C'est ça qui va vous intéresser, surtout le private. Bon, voilà. Donc, si le private commence à grossir beaucoup, ça veut dire que ça prend beaucoup de mémoire physique. Là, il faut regarder, vous avez peut-être une fuite mémoire. Voilà. On va revenir au slide. Tu fais une démo? Ah oui.
Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut utiliser Process Explorer, Process Monitor, et pas utiliser le Task Manager dont on a l'habitude, parce que ça ne permet pas vraiment de détecter et d'identifier les fuites mémoire. Dans Windows 7, vous avez l'option de mettre un private working set dans les colonnes du Task Manager. C'est nouveau. Voilà. Donc le processus, c'est vous lancez votre application, vous jouez avec, et puis vous regardez si la mémoire a augmenté de façon exponentielle ou pas. Une fois qu'on a fait ça, on va identifier la fuite mémoire, savoir d'où elle vient. Et pour ça encore, il y a beaucoup d'outils. Donc comme l'a dit Luc, on n'en préconise pas un en plus que d'autres, mais elles ont des fonctionnalités souvent similaires. Les plus connus, c'est Ant Memory Profiler, JetBrains, SideTake Mem Profiler, SAD Leakshell. Ça, c'est un programme que vous pouvez trouver sur le blog de Christophe Nazar. C'est si vous n'avez pas accès à l'application elle-même, mais juste à ses dumps, vous pouvez utiliser ce logiciel. Et il y en a bien d'autres qui sont disponibles, et notamment le CLR Profiler de Microsoft. Vous pouvez télécharger sur le site de la MSDN, qui lui est gratuit. Et après, il faut quand même avoir un peu de courage pour décoder tout ce qu'il raconte. Mais si vous voulez jouer avec, c'est toujours intéressant. Comment ça fonctionne quand vous utilisez un outil de profiling? On va voir une petite démo juste après de Ant pour voir comment ça se représente. L'idée, c'est toujours de faire la même chose. On navigue dans l'application vers le scénario. Enfin, on se doute qu'il y a quelque chose qui provoque la fuite mémoire. Donc on va naviguer vers ce scénario. On va prendre un snapshot, donc il va faire un dump de la mémoire, l'outil pour nous. On exécute l'action qui on pense provoque une fuite mémoire. Ensuite, on prend un deuxième snapshot et on va comparer les deux éléments les deux dumps qu'on a eu pour voir qu'est-ce qu'il y a en plus. Ces éléments qui y a en plus, comment ça se fait qu'ils sont là, quel est leur chemin jusqu'à la racine, jusqu'au système. Pourquoi ils empêchent d'être garbage collecté. On va faire juste regarder Ant donc en démo. On va voir à quoi ça ressemble, comment on prend les snapshots, etc. Hop. Donc je vais lancer une application de démo, la même que tout à l'heure. Et je lance Ant. Donc la première chose qu'il nous propose, c'est soit de lancer un exécutable avec la ligne de commande, etc., soit de s'attacher directement à Process.NET 4.0. Donc ce que je fais, c'est que je me trouve mon application. Je commence le profiling. Hop, Ant démarre l'application, ou en tout cas s'attache à l'application. Et ici, j'ai plusieurs écrans. Donc je peux jouer dans l'application, se déplacer dans des écrans. Hop, là, on voit la consommation de mémoire qui bouge dans Ant. On a les bytes privés, ce qu'il y a sur la LOH dont parlait Luc tout à l'heure, et un résumé des deux, la somme des deux, les bytes dans tout l'état. Je peux prendre un snapshot, donc c'est ce bouton ici. Je prends un snapshot. Là, ça peut être long si votre application est longue, et grosse plutôt, imposant. Et directement, il nous affiche un résumé de ce qu'il a pris. Donc là, on peut voir directement qu'est-ce qu'il y a dans la génération 1, qu'est-ce qu'il y a dans la génération 2, qu'est-ce qu'il y a dans la LOH, la taille que ça occupe, tout ce qui est pris comme mémoire mémoire non managée. Donc en WPF, souvent, c'est les images qui se retrouvent dans cette partie. Et on peut voir qu'est-ce qui prend le plus de mémoire comme classe dans le dump qui est fait. Donc là, il y a beaucoup de tableaux de bytes qui sont utilisés par l'application. Etc. Il nous donne des informations sur la fragmentation de mémoire, etc. Donc c'est plein de petits warnings si besoin pour vous indiquer, tiens, vous pourriez améliorer ça de cette façon. Ensuite, je peux aller dans cet onglet class list, et là je vais voir toutes les classes qui sont utilisées par l'application. Donc là, il y en a beaucoup, parce qu'il y a tout le framework qui est exposé de cette façon. Et on a une façon de dire, je veux afficher ici que les classes dont j'ai la source. Donc si je coche, il va être affiché que les classes dont je connais la source. Donc c'est que celles que j'ai fabriquées. Donc c'est souvent ça sur lequel vous allez porter votre attention. Ensuite, vous pouvez faire plusieurs filtres par type d'objet, des distances. Vous pouvez afficher les objets qui sont maintenus en mémoire juste par les abonnements des vêtements dont parlait Luc tout à l'heure, etc. Ensuite, je vais donc naviguer dans l'application. Je vais faire l'action que je pense faire une fuite mémoire. Hop, et là, je reprends un deuxième snapshot. Et la fonctionnalité qu'on a, c'est que, vous voyez, ici, il dit, comme base de départ, je prends le snapshot 1, et comme base courante, je prends le snapshot 2. Et ici, au lieu d'afficher toutes les classes, il va pouvoir nous dire, il va pouvoir nous faire un comparatif qu'il y a entre les deux exécutions. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a toujours 9 instances de cet objet Big Object in Memory, mais qu'il n'y a pas de différence entre les deux snapshots que j'ai fait. Il y en a 0, il y en a autant après qu'avant. Ici, par contre, on a un leak sur une classe qui s'appelle Event Handler Leak, ça tombe bien.
Et on voit qu'il y a une instance supplémentaire qui a été créée. Donc ça, c'est peut-être normal, et c'est peut-être pas normal. Donc c'est après vous qui connaissez votre application qui savez est-ce qu'il y a un problème ou pas. Si je sélectionne par exemple cette classe, j'ai plusieurs choses que je vais pouvoir faire. Donc ici, il n'y en a qu'une, donc je peux catégoriser comment ça s'appelle, les instances qui sont exposées. Ici, il n'y en a qu'une. En fait, cet écran, il est pratique, il vous affiche les liens qui entre les différentes classes. Au lieu de vous donner les liens par instance, il vous donne par classe. Donc ça vous permet d'identifier des instances qui ne sont pas là de façon normale. Si ensuite je vais dans Instance List, je vois toutes les instances de mon objet. Ici, sa taille avec les enfants que lui retient en mémoire. Forcément, il crée des références vers d'autres objets. Je peux naviguer un peu dans les propriétés qu'il a récupérées. Donc ici, je vois qu'il y avait une liste de fenêtres, un timer. Je peux voir les valeurs, etc. de certaines propriétés de l'objet. C'est assez puissant. Je le sélectionne. Voir les valeurs, c'est assez intéressant parce que souvent, vous créez plusieurs objets de même type. Et comme ça, vous pouvez donner des ID, par exemple, et vous recherchez, vous mettez des noms particuliers. Comme ça, vous pouvez faire des requêtes là-dessus et trouver l'objet en question. Parce que chaque objet aura... Enfin, si c'est des objets beaucoup réutilisés, et vous les instancierez de différentes manières dans votre programme. Donc le tout, c'est pas de savoir que c'est ce type qui fuit, c'est de savoir le type et quelle instance, justement, elle est retenue par quoi. Voilà. Et ensuite, si vous sélectionnez une instance en particulier, vous pouvez avoir son graphe de rétention. Donc le graphe de rétention, c'est tout simplement ce qui le retient en mémoire. Si un objet est retenu en mémoire, c'est qu'il est rattaché à quelque chose qui ne peut pas être supprimé par le garbage collector. Donc on voit ici que cette classe en particulier est retenue par un view modèle, ce qui est plutôt logique. On voit même la propriété qui contient, qui définit la référence. Ici, c'est la propriété user control qui définit une référence vers cette fenêtre. Et c'est maintenu en mémoire, etc. On voit tout le chemin. Et souvent, c'est ça que vous allez remonter petit à petit pour voir est-ce que c'est normal que j'ai encore cette référence ici. Et si vous élaguez l'arbre à un endroit donné, ça va couper toute la chaîne et là, ça va permettre de libérer la mémoire qui est retenue. Voilà. Voilà pour la présentation un peu de cet objet, de cet outil. Donc je vais laisser... hop, on va revenir. Raté. Donc on va continuer. Donc on va voir plus tard comment vraiment, sur des cas concrets, comment on va l'utiliser. Voilà. Raté. Bon. Désolé. Voilà. Donc on va continuer. Donc ce qu'il faut faire toujours avec le profil de mémoire en conclusion, c'est qu'il faut regarder dans les différents comparatifs la différence de consommation mémoire. Est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce qu'il y a des nouveaux objets qui sont apparus? Est-ce que c'est normal ou pas? Et le nombre d'instances de ces objets, est-ce que c'est normal que ça varie? Est-ce que ça devrait diminuer? Est-ce que ça devrait augmenter? Etc. Ensuite, il faut corriger la fuite. Donc là, vous prenez Visual Studio et vous essayez de couper un moment l'arbre de référence pour que la mémoire puisse être libérée. Donc c'est à vous de trouver l'endroit précis où il faut s'insérer pour enlever la référence. Voilà. Maintenant qu'on a vu un peu la partie théorique, on va rigoler un petit peu plus en regardant des exemples concrets. On en a sélectionné 6 qu'on va voir. Certains simples, bas niveau, et certains un peu plus compliqués et difficiles à interpréter. Et ensuite, on passera sur la session questions-réponses. Si vous avez des questions, gardez-les pour la fin, notez-les à côté. Bon, voilà. La première fuite la plus connue, c'est tout ce qui est abonnement des événements, et on oublie de se désabonner. On crée un objet qui va s'abonner à son parent, par exemple, à un événement du parent, et puis on n'a plus besoin de l'enfant, mais on oublie de se désabonner. Donc toujours, il y aura la référence entre les deux objets. Souvent dans les interfaces XAML, ça va être quand on affiche des contrôles de façon dynamique. Souvent on aime bien faire des vues maître détail ou alors faire un onglet qui affiche différentes vues et on s'abonne aux événements des enfants pour savoir quand est-ce qu'on ferme l'onglet, etc. Mais on oublie de se désabonner et du coup l'objet reste toujours en mémoire. Donc là on garde toute une partie de l'arbre visuel en mémoire et ça peut vite grossir de façon exponentielle. Souvent aussi, on s'abonne à tout ce qui est changement dans les collections, les observable collections qui exposent des events. Souvent, on s'abonne pour savoir faire des actions à chaque insertion, suppression d'éléments, et on oublie de se désabonner. Ça, c'est les cas les plus courants. Voilà, là, on va faire une petite démo rapide de comment on crée une fuite mémoire. Comme ça, vous saurez en faire une. Et ensuite, comment on la supprime et comment on la trouve avec Ants Memory Profiler. Hop. Donc je lance, on va aller directement dans le code
Je vais vous montrer ce que ça produit. J'ai une application qui va s'abonner. Donc ce que je vais faire, je vais créer une fenêtre qui s'abonne à un événement de la fenêtre principale. Je ferme la fenêtre avec ce bouton et je laisse l'abonnement. Du coup, même si je fais des garbage collect, la fenêtre va rester en mémoire. Donc on va regarder comment ça se fait. Donc déjà le code. Ça c'est ma fenêtre, la fenêtre enfant qui est créée. On va zoomer un petit peu pour ceux qui sont en fond. Qui, ici, s'abonne à la fenêtre principale. Donc elle récupère une référence vers la fenêtre principale en utilisant l'application. Elle s'abonne avec le plus égal dont vous avez l'habitude. Elle met un event handler qui fait à peu près rien. Et c'est tout ce qu'elle fait. Et une fois qu'on ferme la fenêtre, hop là, on oublie de se désabonner, parce qu'on a commenté ce code. Et la fenêtre va donc rester en mémoire. On peut aussi s'abonner de façon, depuis .NET 4, on peut utiliser les lambda expression pour s'abonner. Vous voyez cette petite... ici, on s'abonne de la même façon à l'événement pour faire un traitement. Et là, on va voir que ça peut poser problème, parce qu'une fois qu'on a fait ce type d'abonnement, on n'a pas de référence vers le handler, et du coup, on ne peut pas se désabonner. Donc on va voir, il y a une petite astuce pour pouvoir le faire juste après. Donc je vais relancer l'application. Je me mets sur le scénario. On va faire la partie... On est sur cette fenêtre. Je m'attache avec le profiler. Hop. Directement, je fais un snapshot. Et je vais créer une fenêtre, plusieurs fenêtres, etc. Donc j'ai tout plein de petites fenêtres par derrière qui sont là et qui sont abonnées. Je vais toutes les fermer d'un coup. Et j'appuie sur Garbage Collect. Même si c'est une méthode qui appelle le Garbage Collector, qui n'est pas forcément obligatoire d'appeler, puisque le profiler le fait pour vous. Donc là, je vais reprendre un nouveau snapshot. Donc ici, je me retourne dans la liste des classes qui sont dans l'application. Je vais m'intéresser qu'aux classes dont j'ai la source, parce que c'est mon code qui crée des fuites mémoire, je le sais, je code mal. Et je vois toutes les instances. Donc là, je regarde, il y a 6 instances nouvelles de la classe Leakin Windows. Ça tombe bien, c'est la fenêtre qui a créé une fuite mémoire. Donc je vais je sélectionne cette ligne là pour la classe, je vais dans la liste des instances et je vois mes 6 fenêtres qui sont toujours en mémoire, et c'est pas normal. Donc je regarde le graphe de rétention, je me demande qu'est-ce qui se passe, et là tout de suite il me sélectionne la Leakin Windows, et qu'est-ce que je vois tout de suite Event Handler. Donc si vous voyez Event Handler, ça signifie qu'il y a un événement qui est resté abonné, et on voit qu'il est abonné à la main window. Ici on voit cette liste de 5 objets qui relient ces 2 objets dont on a le code source. Ça c'est un abonnement. Voilà. Tout ça on s'en moque un peu, parce qu'on on a compris que directement ça s'abonne à la fenêtre principale et que c'est pas normal. Donc direct on sait d'où vient la fuite mémoire, c'est un event handler qui est abonné et qu'on a oublié de désabonner. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement on va retourner dans notre code et on va se désabonner. Hop. Une fois qu'on ferme la fenêtre FI, on se désabonne. Je vais relancer l'application rapidement. Hop, je me remets sur le scénario. Je rattache. Donc ça c'est des gestes que si vous faites de la chasse aux fuites mémoire, vous avez l'habitude de faire. Presque des réflexes. J'ai fait mon snapshot, je crée plusieurs fenêtres, ça fuit. Je ferme les fenêtres. Je reprends un snapshot. Et là on voit déjà la mémoire elle a diminué. Donc là on peut se rendre compte déjà que la fuite a été corrigée. Hop, je me remets que les classes dont j'ai la source. Et voilà, j'ai plus d'instance de la fenêtre qui fuait. J'ai une nouvelle instance, j'ai une nouvelle ici collection, mais c'est pas un problème puisque c'est normal, on était dans le scénario. Donc on a corrigé la fuite. Voilà, c'est la première fuite qu'on a corrigée. Donc là, c'est peut-être, c'est vraiment basique, on va dire, désabonner d'un événement, c'est vraiment la chose qu'on apprend en premier en .NET, mais c'est la cause principale de fuite mémoire. Souvent, on oublie de le faire. Dans les vues modèles, on s'abonne et pof, on oublie de se désabonner, etc. Donc c'est vraiment la chose simple à faire en premier lieu. Toujours regarder les désabonnements. Oui, on avait dit qu'on regarderait les event handlers définis par lambda. Donc ici, on a un abonnement qui est fait par une lambda sur un événement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire de façon différente. Au lieu comme on n'a pas de référence à cette lambda qui a été déclarée, on va en créer une. Donc ce que je vais faire, je vais commenter ce code. Et ici, je vais définir un peu plus haut
une propriété statique sur ma classe qui s'appelle de type EventHandler et qui s'appelle Handler. Je la définis à nul, donc ça elle est définie un peu plus haut ici. Et je me suis perdu. Voilà. Et je vais la définir dans le code qui est exécuté. Je dis mon handler c'est ça. C'est en gros juste le traitement consiste juste à se désabonner de la fenêtre. On n'est pas obligé de se désabonner, on peut faire le traitement qu'on souhaite faire. Et une fois qu'on a cette référence, on va pouvoir se désabonner une fois que la fenêtre est fermée de façon classique. Voilà. Donc là, juste la petite astuce à faire, c'est de déclarer l'EventHandler sous la forme de méthode de champ privé plutôt que de ne pas le faire ici, comme ici. Voilà. Voilà, l'idée c'est de pouvoir faire un moins égal sur l'EventHandler qui était créé. On va repasser un petit peu sur la théorie. Pourquoi il y a eu une fuite et pourquoi il y a des fuites mémoire une fois que quand on fait des abonnements et qu'on se désabonne pas? C'est simple. En fait, ce qui se passe de façon cachée quand on s'abonne à un événement, c'est qu'il y a une référence forte qui est faite entre la source et l'abonné. En fait, la source qui déclare l'événement, elle va garder une liste de toutes les personnes qui sont abonnées à elle, et chaque fois qu'on lance l'événement, elle va appeler la méthode qu'on lui a fournie. C'est ça qui se passe en sous-jacent. Et le problème, c'est que si on oublie de se désabonner, cet objet source garde une référence vers l'objet cible, et du coup, il n'est pas collectable. Donc, en se désabonnant, on va supprimer cette référence forte, attention animation, et une fois qu'il n'y a plus de lien entre les abonnés et un autre objet de la mémoire, il va pouvoir être garbage collecté par le garbage collector de façon classique. Voilà, ça c'est un peu le b.a.-ba de la fuite mémoire. Voilà. Un autre type, on va passer tout de suite à un autre type de fuite mémoire classique, c'est lié à tout ce qui est iDisposable. C'est une interface qui est connue depuis longtemps en .NET et que souvent on oublie d'appeler. En C# on oublie de moins en moins parce que, comme le disait Luc, il y a using qui est disponible et qui permet de le faire de façon assez classique. Mais il y a des fois des objets qui implémentent cette interface, mais on s'en rend pas compte dans l'utilisation. Dans l'exemple qu'on va voir, par exemple, il y a le web browser qui utilise un composant Win32 de façon cachée. Et du coup, lui, il faut appeler dispose dessus, mais on le sait pas parce qu'on le définit dans du XAML et on se rend pas compte que il faut appeler dispose quand on ferme la fenêtre. Donc, on va voir justement cette petite démo rapidement. Donc en fait, quand on instancie un contrôle web browser, il y a un composant IE qui est instancié, qui est un composant natif, donc il faut libérer à la main, parce qu'il n'est pas managé par la CLR. Il n'est pas collecté. Donc là, c'est un peu le même scénario. J'ai une fenêtre. Enfin, je peux créer des fenêtres, etc. Et dedans, j'ai un web browser qui est défini ici avec un nom. C'est tout ce qu'il y a dedans. Hop. Et comme le disait Luc, dedans, il y a un contrôle Win32, mais on le sait pas. Nous, on s'en rend pas compte parce qu'on se dit que c'est du WPF. Mince, ça devrait marcher de base. Si je ferme les fenêtres, ferme toutes les fenêtres et que pardon, je vais me rattacher et prendre un snapshot pour vous montrer en même temps. Hop. Voilà, on peut s'abonner à n'importe quel moment, s'attacher à n'importe quel moment. Donc je recrée des fenêtres. Hop, je referme ces fenêtres, je fais un garbage collecting, et je reprends un autre snapshot. Donc là on voit que la mémoire elle a augmenté et qu'elle redescend pas une fois qu'on fait les snapshots. Donc je recherche cette liste de classes, que celles dont j'ai le code source, et je regarde les instances qui ont augmenté, et il y a 3 instances supplémentaires de type web browser Windows. C'est justement les petites fenêtres supplémentaires qu'on a créées qui sont ce type. Donc je vais aller voir les différentes instances. Hop, il y en a plusieurs, parce que c'est simple, les supplémentaires sont celles qu'on avait créées avant de faire les snapshots. Je vais en prendre une en hasard, et aller voir comment elle est retenue. Hop. Et là, c'est assez simple de voir tout de suite que c'est le web browser qui crée la fuite. La fenêtre est maintenue à cause du web browser, qui lui est maintenu parce que il est attaché à un contrôle ActiveX, encore eux, et plein de choses sous-jacentes, Win32, etc. Donc, comment on peut enlever ce lien fort? Tout simplement en appelant un dispose sur le web browser. Donc là, c'est toujours la même chose. Dans ma fenêtre, une fois qu'elle est fermée,
je dispose le web browser. Donc il y a juste dispose à appeler dessus, c'est simple. Et une fois que c'est fait, on va reprendre les snapshots et compagnie. Là, c'est typiquement un cas où on ne peut pas utiliser la construction using, puisqu'on ne peut pas savoir à l'avance quand est-ce qu'il va fermer. Voilà. Donc là, on est obligé de faire un dispose explicite en code. Hop, je crée des vilains web browsers, je ferme les fenêtres, je garbage, je prends un snapshot, et là, miracle, il n'y a plus de web browser Windows qui sont encore en vie. Donc on a corrigé la fuite de mémoire. Voilà. Donc là, il faut savoir, c'est un exemple le plus commun. Le web browser, il faut le disposer. Tout ce qui est disposable, en fait, il faut penser à le disposer une fois qu'on l'utilise plus. Et des fois, il faut se douter que c'est disposable et qu'il faudra le faire. Quand vos vues modèles utilisent des composants ressources ou com, etc., il faut aussi penser à eux-mêmes les faire implémenter eDisposable. Comme ça, c'est un pattern que vous pouvez faire utiliser partout dans vos applications et d'appeler eDisposable à la fin de l'utilisation de la vue. Donc ça casse un petit peu le pattern vue modèle, mais ça travaille au travers d'interface, donc c'est pas super gênant. Voilà. On va passer. Hop. On va passer à un autre type de fuite mémoire classique. C'est tout ce qui est membre statique routé. C'est Luc qui va vous en parler. Donc un autre type de fuite qu'on voit souvent, c'est quand on utilise des collections qui sont en fait statiques. Donc voilà, donc là c'est une classe, un user control, bon peu importe, et j'ai déclaré donc un dictionnaire qui me permet en fait de stocker par exemple des préférences ou des variables que je pense dont j'aurais besoin souvent et à partager entre tous mes objets rooted statiques. Le truc c'est que quand c'est statique, c'est toujours là. Donc ça veut dire que il n'y a pas de mécanisme de libération, parce qu'on aura toujours accès à la référence, on aura toujours accès à cette fameuse variable myStorage par exemple. Et donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on utilise ce type de variable, il faut les vider quand on n'en a plus besoin. Parce que vu que c'est statique, la CLR ne peut pas savoir quand est-ce que vous n'en avez plus besoin. Donc par exemple, si je lance la démo, donc moi j'utilise un autre profiler ici, hein. Donc c'est Scitech Memory Profiler. Voilà. Donc là je vais lancer l'exemple. Alors ce que ça va faire, j'aurai un bouton ici. J'ai un bouton et quand je clique sur le bouton, je rajoute des choses dans un storage qui n'est pas statique, donc celui-là, et un autre qui est statique ici. D'accord ? Je rajoute donc un dans chaque, et qu'est-ce qui va se passer quand je vais fermer la fenêtre ? Voilà, j'en rajoute quelques-uns, donc ça rajoute des big objects in memory. Voilà, après je change de... Ah, j'aurais peut-être pas dû, je recommence. Voilà, je rouvre l'exemple. Voilà, je vais faire une collection. Donc vous voyez, c'est exactement le même principe que l'autre outil, sauf que l'interface est différente. Voilà. Et là, j'ai 12 instances de Big Object in Memory. Pareil, je peux voir la liste des différentes instances ici. Je vais en prendre une au pif. Hop, j'ai un graphe de retenue ici. Donc lui, il est retenu par rooted statique. Alors, est-ce que je peux en trouver un qui ne l'est pas ? Voilà. Et là, il y en a un qui n'est pas retenu par rooted statique, qui est plutôt retenu par... c'est rigolo, ça. T'as vu ? Et il y en a un qui est retenu par le ViewModel. Donc il y en a un qui est vraiment statique, donc c'est celui dans mon dictionnaire statique, et l'autre qui est retenu donc plutôt par référence par un membre donc dynamique ici. Et quand je change de fenêtre, donc je vais avoir mon user control, donc mon ViewModel qui sont déchargés de la mémoire, donc le collector, la collection du garbage collector va passer. Bloc. Je reprends un snapshot. Ah oui, il s'est refermé le truc. Ah, c'est ça. Voilà. Big Object in Memory. Voilà, j'en ai plus que 6 ici. D'accord ? Parce que quand j'ai fermé mon user control, le ViewModel a été collecté aussi. Donc j'ai perdu toutes mes références aux objets qui étaient référencés indirectement par mon ViewModel. Mais toutes celles que j'ai stockées dans ma variable statique, elles sont restées.
Voilà. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est dans la logique de mon programme, par exemple, si je vois que je n'ai plus aucun routed statique dans mon application, que j'en aurais plus besoin, je pourrais très bien vider cette collection. Ça permettra de libérer un peu de mémoire. Voilà. Donc, mais c'est à vous de décider quand est-ce que vous n'avez plus besoin de vos variables statiques. C'est pas devinable automatiquement. Donc ça, c'est un exemple de. Vas-y. Donc ça, c'est un exemple de fuite. Alors, un autre, c'est sur le add value change de WPF, qui n'existe pas en Silverlight d'ailleurs. Est-ce que vous connaissez le property descriptor et add value change? Ceux qui connaissent, lèvent la main, s'il vous plaît. Ah, quand même. Sinon, je vais écrire un truc que personne ne connaît. Alors, add value change, pour les autres, c'est une méthode qui permet d'être notifié quand la valeur d'une propriété de dépendance change. Donc, typiquement, c'est ce que le binding utilise. Quand vous faites binding vers une propriété de dépendance, en fait, il y a un add value change qui est fait derrière, et c'est comme ça qu'on sait qu'il faut mettre à jour le binding. Donc, j'ai un exemple ici. Alors, je vais refaire un profiling. Start. Voilà. Alors, tout d'abord, faut que je vous montre que ça marche quand il n'y a pas. Ah, bon. Ok, comme ça vous avez pas. Ok, donc là j'ai créé un contrôle myContentControl. D'accord, il y a du contenu. Voilà, je le place, je le profiler. Start. Mais vos programmes sont un peu plus lents quand ils sont profilés, vu que le profiler regarde toutes les allocs. Voilà, donc là c'est en fait il y a une combo box et il y a différents objets dedans. Je vais changer plusieurs fois. Et je vais regarder en fait si myContentControl et voilà, il y en a un, c'est normal, c'est celui qui est en train d'être affiché et j'ai chargé, déchargé plusieurs fois en changeant dans la combo. Voilà, donc là on me demande de modifier mon super programme et de créer une propriété attachée, donc une sorte de behavior pour ceux qui étaient là ce matin, qui va mettre le contenu en rouge s'il est de type int32. Donc il y en a un ici dans la combo. Donc typiquement, si j'exécute le programme ici, voilà. Voilà, quand c'est un int 42, c'est rouge, et pour les autres types, c'est pas rouge. Ok, super utile. Alors, maintenant, si je profile cette application, donc moi je livre ce code, et on revient vers moi, on me dit, ouais, ça prend beaucoup de mémoire, qu'est-ce qui se passe? Donc, je demande évidemment à la personne quel est le scénario qui entraîne la fuite mémoire, s'il peut me le dire, ça m'aidera. Voilà. Et en fait, il me dit, c'est quand je reviens, etc. Voilà. Là, je vais collecter. Là, j'en ai 15, myContentControl. Pourtant, je me dis c'est le même programme que la dernière fois, en fait. Et la dernière fois, j'ai bien vérifié, on n'avait qu'un, même si je switchais de vue. Alors, qu'est-ce qui se passe? La seule chose que j'ai rajoutée, ici, c'est cette propriété attachée. Donc, je pense qu'elle est coupable. Voilà, alors cette propriété attachée, donc ça c'est du code normal, etc. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc on l'attache, on prend les valeurs, et en fait ce que je vais utiliser c'est un add value change pour être notifié quand la propriété content property de myContentControl change, il y a ce handler ici qui est appelé. Donc quand le content c'est int32, je change à red, et quand c'est pas un int, je mets à white. Pourquoi ça peut fuir en fait? Pourquoi ça peut fuir? C'est parce que add value change crée un membre statique routé en fait dans une collection routée, une référence vers le contrôle sur lequel on a fait le add value change. Donc en l'occurrence, c'est mon content control. Donc ça veut dire que dès que j'ai un add value change qui référence ce contrôle, j'ai une référence force et elle sera pas, et vu qu'elle est routée statiquement comme j'ai montré avant, elle sera pas collectée par le garbage collector. D'accord? Donc il faut que je corrige ce bug. Donc ce que je vais faire ici, il faudrait que je me désabonne. En fait, on a aussi remove value change qui lui va faire l'équivalent d'un moins égal. Par contre, j'ai pas accès au code ici. Donc ce que je vais faire, je vais le sortir dans une méthode. Donc c'est static void apply
object sender, voilà, ça, mon code, super, je mets là, là. CC apply. C'est pas super comme nom apply, mais bon. Voilà. Par contre, je vais pas le remover tout de suite parce que si je le remove tout de suite, ça marchera pas. Voilà. Alors. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mon content control et sur son unloaded, je vais appeler le apply. Voilà. Comme ça, quand le contrôle est déchargé, c'est-à-dire que je change dans ma combo, je vais me désabonner et là, normalement, j'ai plus de fuite. Je dis bien normalement parce qu'il y a l'effet démo. La problématique souvent dans les fuites mémoire liées aux abonnements, c'est de savoir quand est-ce qu'on va se désabonner au bon moment. Voilà, surtout en WPF et en Silverlight, parce qu'on compte. Les objets vivent même quand vous êtes sorti de votre méthode, si vous voulez. C'est pas comme un algorithme ou autre qui est bien scopé à la méthode. Hein, voilà. Alors, est-ce que ça va marcher? Non? Il y a plein de gens qui ont rigolé, donc je pense que ça marchera pas. Non, c'est bon normalement dans ce sens-là. Ah merde. Ah, c'est enregistré, zut. Bon. Autant pour moi. C'est pas apply qu'il faut faire, c'est desk. Bon, évidemment, ça fout tout en l'air. Ouais, j'ai la soluce, mais je suis un peu dans un joueur. Dependency property des. Et un truc qui pourrait tomber dans la chose trap, on va dire, c'est là il s'abonne à l'événement unloaded qui est appelé quand un contrôle est enlevé de l'arbre graphique WPF. Mais si vous placez l'élément ailleurs, enfin si vous utilisez des user control par exemple, et ben l'événement loaded va être appelé et du coup votre contrôle va plus fonctionner parce que vous êtes désabonné de l'événement. Il faut faire attention à ça. Le loaded et le unloaded de WPF peut être appelé plusieurs fois. Il y a un mécanisme que je n'ai pas présenté tout à l'heure parce que j'ai oublié, mais il y a ce qu'on appelle les weak events avec en WPF 4.5, c'était facilité la création. En fait, c'est juste un mécanisme qui permet de s'abonner à un événement sans créer de référence. Donc la problématique après reste de laisser en vie les deux objets tant qu'on en a besoin, parce que sinon ils sont garbage collectés par le garbage collector. Donc là j'ai bien ma fonctionnalité. Blip, 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 blip. Ça s'appelle comment déjà? Voilà, là j'en ai plus qu'un, parce qu'effectivement, effectivement, je me suis bien désabonné. Donc d'ailleurs, si je mets un point ici, oui, sinon le profiler a pris. Mais enfin, si j'avais le profiler attaché, enfin je peux le refaire, c'est pas très long. Voilà, on passe bien dans le unloaded parce qu'on a changé le content control. Vous voyez, quand je change d'exemple dans ce programme, on décharge bien. Donc là, on peut passer par le remove et ma propriété attachée donc marche comme il faut. Alors, donc ça, c'était encore un exemple. Est-ce qu'on aura le temps de la présenter celle-là? Je ne sais pas si on a le temps de faire l'exemple. Vas-y, tu peux faire l'exemple et puis on l'explique. On a le temps, vas-y. Ah, c'est moi qui explique. Ok. Alors, ça c'est un bug résultant d'un morceau du design de WPF. Et en fait, il n'y a pas trop de solutions, donc il n'y aura jamais de. C'est un effet de bord en fait. Il n'y aura jamais de fixe à ce problème. On a un leak. Leak, c'est fuite. On a une fuite quand à l'intérieur, quand un enfant référence dans un binding une propriété non notifiante de son parent. Bon, ceux qui ont compris du premier coup, bravo. Pour les autres, dans cet exemple ici, on a par exemple un stack panel qui référence donc children.count. On a un text block qui référence children.count du stack panel parent. D'accord? Le problème, c'est que count, c'est pas une propriété qui marche avec plutôt.
Children, c'est un UI element collection, ça n'implémente pas notify property changed, donc il n'y a pas de notify property change de count. Et de même, Children n'est pas une observable collection, donc on peut pas savoir en fait quand se désabonner. Count, c'est juste une propriété normale. Et ce que fait WPF, il va faire un add value changed, un peu exactement ce que j'ai montré avant, donc mais juste avec un property descriptor au lieu d'un dependency property descriptor. Il va faire un add value changed sur le count. Le truc, c'est que il saura jamais quand est-ce qu'il faudra faire le remove value. Donc ça, c'est la façon dont le binding est implémenté. On peut pas savoir quand faire le remove value. Donc là, on aura une fuite qui est, grosso modo, si on change pas le XAML, c'est irrésolvable. Alors les cas comme ça, il y en a très peu, mais je le mets là parce que peut-être que les slides, vous allez les garder. Et si un jour vous avez une fuite que vous trouvez pas, peut-être que vous allez tomber dessus, ce sera peut-être comme ça. Voilà. Donc il faut faire attention quand vous faites des bindings à des propriétés non notifiantes. Voilà, ça arrive souvent si vous faites des tweaks un petit peu dans l'interface pour faire des affichages un peu spéciaux. Bah, c'est souvent ce type de binding là qu'on a entre différents éléments de l'interface graphique, et c'est là qu'on a ce type de fuite qui apparaît. Et en fait, ça peut être vite impactant, et parce que ça peut vite retenir beaucoup d'éléments de l'interface graphique. Donc on a une petite démo pour vous montrer ça, pour montrer à quel point ça peut être impactant. Je vais juste reprendre le... Ah, pardon. Allô ? Oui. En fait, ce type de bug est vraiment bizarre parce que, enfin, on s'attend pas en voyant le code qu'il y ait une fuite mémoire, on comprend pas d'où elle vient. Et du coup, c'est perturbant. On a tout fait bien. Hop. Je vais vous montrer un petit exemple assez simple. Hop, que je la retrouve. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai tout simplement une collection. J'ai tout simplement une collection de strings et qui sont affichés de cette façon. Je peux changer le view model, etc. C'est juste une liste avec des listbox items dedans. Et ça suffit à faire une fuite mémoire. Hop là. Pourquoi ? Bon, on va le voir avec Ant directement. Mes listbox items, j'ai un petit peu changé leur template. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a deux text blocks, un pour afficher la valeur de la liste, ici, binding du texte, et ici, j'ai un text block qui affiche le nombre d'éléments dans le stack panel où il est. Donc c'est exactement l'exemple que vient de donner Luc. Et en plus, j'ai rajouté un user control qui s'appelle un bon gros user control pour bien le visualiser dans Ant Memory Profiler. C'est juste pour qu'on le repère bien. Hop. Donc je vais m'attacher sur le process. Hop. Je prends un snapshot. Et je vais sur la fenêtre. Hop. Ici, je change le view model en fait, comme effet de recréer des listbox items et de redonner des valeurs pour la liste. Hop, je le fais plusieurs fois. Je reprends un snapshot. Je vais dans la liste de des classes et bam, qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'il y a 52 items qui sont en mémoire d'un beau gros user control. Donc c'est assez bizarre. Et en fait, à chaque fois que je change le view model, ici il y a à peu près 10 entrées dans la liste. À chaque fois que je les réassigne, WPF n'est pas capable de supprimer les listbox items et donc il va en créer des nouveaux et il va en créer à l'infini. Donc là, l'arbre mémoire est le data template est assez simple, mais il faut garder en tête que tout ce qu'il y a dedans va rester en mémoire jusqu'à la fin du programme. Donc ça peut vite devenir exponentiel et tout casser. Donc on va regarder dans Ant, hop là, ici, comment ça se fait qu'ils sont retenus. Donc je vais dans la instance list, etc. Je prends une au hasard, parce qu'elles ont à peu près toutes la même propriété. Hop. Et là, je vois la fuite dont parlait Luc, justement, l'abonnement mémoire. Donc c'est assez... raté. Voilà. Ici... Bon, après, il faut... voilà. Hop. En fait, il va remonter, on voit lui, Element Collection. Ça, c'est le stack panel, en fait. C'est la propriété children du stack panel. Et on voit ici qu'il y a un abonnement qui est fait, ici. Reflect Property Descriptor, c'est ce dont parlait Luc tout à l'heure, c'est le Dependency
property challenge descriptor, je sais plus le nom exact, mais c'est lui qui crée la fuite mémoire. En fait, il est relié à un objet root qui est jamais collecté, et du coup, tous les Xbox items sont gardés en mémoire. Donc ça peut vite devenir exponentiel et gênant. Les solutions qu'on a, il y en a plusieurs. Soit on fait implémenter inotify property change à tous les éléments qu'on utilise. Mais bon là, Children, lui, element collection du stack panel, on ne peut pas y faire grand chose, à moins de recréer son propre stack panel. Et l'autre solution, c'est de se mettre un binding en mode one time. Et là, forcément, le problème c'est que ça va casser tout le comportement qu'on voulait justement, donc c'est un petit peu embêtant. Donc là, c'est en fonction des besoins de votre application qu'il va falloir trouver un correctif et une manière de se passer de ce binding qui paraissait pourtant bien utile. Voilà pour cette vidéo. Elle est assez complexe, on la rencontre assez peu souvent, mais il faut la connaître parce que c'est un peu vicieux. Et elle sera, comme l'a dit Luc, jamais corrigée. Elle existe depuis longtemps et elle sera jamais corrigée. Luc en est dernière. Est-ce qu'on passe aux questions-réponses plutôt? Sinon, j'en ai une de Bon. On va passer aux questions-réponses parce qu'il est 30 et du coup, vous aurez les slides sur le blog de Luc ou le mien, comme ça sera plus simple. Juste, ce qu'il faut retenir en conclusion, c'est que les fuites mémoire en .NET, c'est possible, qu'il faut surveiller ça tout au long du développement de l'application, pas seulement à la fin. Vous pouvez l'intégrer à vos processus agiles si vous êtes en agile. Vous avez de nombreux outils qui sont disponibles, plein de fonctionnalités différentes ou similaires, et il ne faut pas hésiter à les utiliser. Et toujours le process, c'est détecter, identifier, corriger. Et je l'ai mis 3 fois aussi pour pas l'oublier. C'est toujours ça qu'il faut faire. On a 10 000. Ok. Et voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Il y en a qui veulent voir la dernière démo. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez venir nous voir à la fin. On se fera un plaisir. Ou alors, allez chez Infinite Square. Previews. Alors ça, c'est un cas que j'ai rencontré chez un des clients, en fait. Aïe, c'est pas pratique. Je vais vous montrer ça. C'est un client qui voulait, je sais pas si dans la salle, c'est Jean-François était là. Non. Bon, ok. En fait, c'est quelqu'un qui va afficher un log de 4 mégaoctets de texte en WPF dans un text block. Pourquoi pas, un text block c'est pratique, on peut scroller, on peut regarder le texte, etc. Il a eu 2 problèmes avec. Ça fait rire des gens, donc je pense qu'il y en a qui ont déjà essayé. Il y a le premier problème, c'est ça. Voilà, c'est un peu lent. Et le deuxième problème... Il est nul ton PC. Le deuxième problème... Voilà, j'ai 3 text blocks. Tac. Et j'en ai un qui prend 4 mégas. Là, il n'y a pas 4 mégas de texte. Hein. Là, il y a 1000 fois ce lorem ipsum ici, donc c'est pas très gros. Ça fait même pas 100K. Mais par contre, WPF pour les text blocks, donc on a toute une logique de rendu de texte dans WPF qui fait que c'est plus ou moins lisible, ça s'arrange bien au pixel, etc. Donc là, on a notre fameux text block ici qui prend, donc ça c'est même Profiler qui peut me le dire, il prend 3,4 mégas de mémoire RAM. Donc et ça c'est pas 4 mégas de texte. Si vous mettez 4 mégas de texte, et là où on a eu le problème, ça prenait, je crois, 50 ou 60 mégas. Et ça mettait beaucoup de temps à avoir un rendu, et puis à manipuler, c'était quasiment impossible. Donc pour vous montrer que c'est bien ce text block là, parce qu'on a d'autres text blocks évidemment. Hop. Donc là je vois mon text block ici, et il appartient bien à WinForm Text. WinForm Text c'est le user control qui va de ici à ici. Hein. D'accord, il est bien maintenu par là, et je vois donc ça prend pas mal de mémoire. Voilà. Je peux plus faire la loupe là. Ah si, c'est rigolo. Hop. Alors, comment on a résolu ce problème? Parce qu'au final, on va pas lui dire, bah non, t'affiches pas tes logs, c'est pas cool. Donc on va plutôt passer par un contrôle natif. Donc là, c'est pas une fuite mémoire, c'est comment économiser de la mémoire. Donc je lui ai dit, n'utilise pas de text block, parce qu'apparemment dans ton cas, c'est pas super. Mais utilise un composant natif
donc composant texte de Win32 qui est en fait wrappé dans le textbox Windows Forms. Donc là, on a vraiment le natif, c'est ce qui est utilisé dans Windows, hein, c'est le vrai composant. Évidemment, il faut changer un peu de code. Voilà. Ça, je l'ai pas fait en live, hein, c'est bizarre. Un truc comme ça. Donc là, je prends le système Windows Forms Textbox et j'assigne le texte. On va voir la différence. Voilà. Voilà, déjà, ça charge plus vite. Et ça répond bien. Maintenant, je vais faire un collect. Voilà, système Windows Forms Textbox. Et ici, head byte 650. Voilà. Mais en fait, il y a de la mémoire native qui est prise, mais en mesurant, ça n'a rien à voir. En fait, en consommation mémoire, si vous regardez votre comme je disais au début de la présentation, le private working set, il augmente très peu comparé à ce qu'il augmentait en textbox. Voilà. Donc ce que je dis, c'est pas remplacer tous vos textbox par des textbox Windows Forms. Je dis juste que dans certains cas, vous pouvez économiser beaucoup de mémoire en passant par des composants natifs. Et là, c'était un cas concret rencontré il y a quelques mois chez un client. Voilà, c'était la démo bonus. Voilà.